Avec l'avènement de ChatGPT, tout le monde maintenant est au courant que l'IA existe. Avant, c'était seulement les initiés. Un gestionnaire d'entreprise qui ne connaît pas la langue cible, ce qui va se dire, moi, je prends ce contenu-là et je publie ça comme ça à tous mes clients. Ça serait irresponsable. Il faut des linguistes, il faut des gens pour réviser, pour confirmer que le contenu est le bon, parfois le refaire au complet. Nous, on ne vend pas de la traduction, on ne vend pas des services linguistiques. On vend la tranquillité d'esprit. On vend la garantie que c'est bon et que c'est vrai ce que vous faites. François Chartrand, tu es le président et directeur général de Versacom, l'une des plus grandes firmes de traduction à propriété canadienne basée à Montréal. Sous ta gouverne, l'entreprise compte aujourd'hui près de 300 employés et génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions de dollars. Versacom se démarque par ses capacités technologiques et son approche intégrée combinant l'expertise humaine ainsi que l'intelligence artificielle. On va en parler beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ton défi consiste maintenant à assurer que la croissance reste bonne dans les prochaines années. François, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. C'est un grand plaisir, Antoine, d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. François, avant de commencer, est-ce possible pour toi peut-être d'expliquer en quelques mots à notre audience qu'est-ce que vous faites au quotidien, comment vous vous démarquez? Oui, certainement. Bien, écoute, la traduction et les communications multilingues, c'est partout. On a tendance à les oublier, on les prend pour acquises. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute a fait l'objet quelque part somewhere, somehow, comme on dit, d'une traduction en français, en anglais, mais dans une autre langue. Alors, c'est ce que Versacom fait. Versacom, c'est une équipe de langagiers, c'est une équipe de techniciens, c'est une équipe d'informaticiens qui travaillent sur, essentiellement, qui fournit des services de traduction, de localisation, comme on dit dans le domaine, aux entreprises, au gouvernement, à des émetteurs de contenu. Et donc, on traduit et on révise et on traite le contenu multilingue, les grandes entreprises. Et c'est combien de langues au moment où on se parle que vous êtes capable de traduire, de faire le travail? Je regardais sur votre site Internet, le chiffre m'a l'air assez immense, là. Oui, c'est assez surprenant. On offre la traduction, on fait la localisation en 185 combinaisons de langues. Ça veut dire, forcément, vers l'anglais et le français, beaucoup comme langue cible et source, mais évidemment, vers toutes les langues et en destination de toutes les langues du sud-est asiatique, européenne, sud-américaine, donc toutes les langues du monde, particulièrement plusieurs langues maintenant asiatiques, le chinois, le coréen. Et donc, oui, une 185 combinaisons de langues. Que 185, donc ça démontre un peu l'étendue du travail que vous faites au quotidien. Oui. Le lancement est assez intéressant de Versacom. On discutait, toi et moi, il y a quelques jours de cela. Je crois que l'organisation a vu le jour suite à des changements qui ont eu lieu chez Bell Canada, parce que, corrige-moi si je me trompe, vous faisiez partie de Bell à un certain moment. Il y a eu une terminaison d'une ligne d'affaires. Par la suite, une organisation s'est lancée. Peut-être que tu pourrais expliquer un petit peu à notre audience comment tout ça a été lancé pour bien situer les gens qui nous écoutent. Certainement. Donc, Versacom, c'est ça. C'est essentiellement la création d'entrepreneurs linguistes. C'est des gens qui étaient des traducteurs, des langagiers, comme on les appelle dans le métier, qui travaillaient donc pour une grande télécom, en l'occurrence Bell. Et cette entreprise-là a décidé, comme c'est le cas de plusieurs entreprises, de sous-traiter ou d'aller dans un modèle différent pour les communications multilingues. Et à ce moment-là, un des linguistes principaux qui était à l'emploi de l'entreprise a lancé sa propre entreprise, en fait, de traduction de localisation, donc Versacom. Versacom est né donc de l'impartition des services linguistiques d'une grande télécom. Et c'est d'ailleurs un modèle d'affaires qui nous a propulsés au fil du temps, parce que Versacom a grandi au fil justement des impartitions, si on veut, de communication multilingue de grandes entreprises en son sein. Alors, c'est vraiment ce qui a été fait dans le domaine bancaire aussi, pharmaceutique. Versacom a grandi comme ça en absorbant en quelque sorte des services linguistiques de grandes sociétés. Donc, littéralement, Bell arrête son service, une organisation est lancée et vous devenez client de Bell. C'est ce que je trouve plutôt, pardonne-moi, Bell devient le client de Versacom. C'est ça, un prestataire pour Bell, un partenaire, en fait, un partenaire de communication. Et comme c'est le cas d'ailleurs de plusieurs grandes sociétés maintenant encore, une autre d'ailleurs, Télécom, nous a fait confiance de la même façon. Et donc, ça a été pour nous une stratégie en même temps de croissance et de pérennité, évidemment, parce que ça crée une relation très intime aussi avec le donneur d'ouvrage. L'entreprise, il y a une confiance parce que les anciens employés, plusieurs anciens employés de l'entreprise sont au sein de la nôtre. Intéressant. Et bon, tout ça a été lancé, bien entendu, à la suite du changement qui a eu lieu chez Bell. Je pense que c'est en 95, corrige-moi si je me trompe, que l'organisation a été lancée. Mais toi, tu es arrivé un peu plus tard dans l'organisation. Tu as eu un cheminement dans plusieurs entreprises. Si on regarde bien ton curriculum avant tout ça,
Peut-être tu peux nous parler, François, de ton arrivée dans l'organisation. Comment ça s'est fait et comment le défi est venu à tes yeux, à tes oreilles? Certainement. Ben, moi, je suis depuis une dizaine d'années, donc, chez Versacom. Je suis le président depuis maintenant, 9 ans, 8 ans. Et, en fait, moi, j'étais moi-même client de Versacom. Je travaillais pour une grande institution financière, une grande banque canadienne. Et j'étais responsable de la traduction et notamment des communications de relations publiques, dans cette banque-là. Et j'étais donc un client de Versacom pour la traduction, pour les services linguistiques. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai connu cette entreprise-là. J'ai ensuite lancé un autre cabinet de traduction après avoir quitté l'institution financière, parce que j'avais envie de me consacrer davantage à ça, de découvrir cette industrie-là comme vraiment comme une nouvelle aventure, en fait, commerciale. Et après avoir fondé cette entreprise-là, il y a eu une fusion-acquisition de cette société-là, et je me suis retrouvé employé de Versacom. J'ai reçu une offre de Versacom pour me joindre à cette direction. Je suis devenu son président quelques temps après. Donc, passer de client satisfait à président d'entreprise. Intéressant. Donc, les choses se sont faites de manière assez fascinante ici. Peut-être parle-nous un peu de ton arrivée dans l'organisation après le rachat. Je serais curieux peut-être de juste ouvrir un peu cette parenthèse-là. Ici, on a beaucoup de gens qui viennent sur le podcast qui nous parlent des fois de dynamiques de reprenariat qui se mettent en place. Ici, c'est différent. Soyons honnêtes, tu proviens de l'entité qui a été acquise. Est-ce que ça a été rapidement ouvert à tes oreilles, encore une fois, qu'il y aura un poste de direction qui se mettra en place? Comment tout ça s'est déroulé? Je pense que la haute direction de l'entreprise m'avait identifié comme étant un successeur au fondateur de l'entreprise. C'est toujours délicat dans ces questions-là. Il y a une direction qui est en place, il y a des gens qui ont des aspirations et tout ça. Donc, quand tu arrives de l'extérieur, à plus forte raison, quand tu étais jadis un client, ben, c'est sûr qu'il y a eu une adaptation nécessaire, là, mais en même temps, très rapidement, une proximité, une compréhension, une complicité qui s'est installée avec l'équipe en place. Évidemment, la direction d'une entreprise, c'est pas facile, hein, c'est pas fait pour tout le monde, hein, c'est un don de soi, on peut le dire, on pourra en discuter sans doute un peu plus tard, mais l'entrepreneuriat, c'est un don de soi, c'est une autre game, comme on dit. Donc, on a vite été capable d'apprécier mutuellement l'engagement qu'on avait pour la mission d'entreprise, puis évidemment qui était commun. Et puis, ça a été une adaptation très réussie là, pour moi, là, de passer de client, on pourrait dire d'associé, puis ensuite de dirigeant d'entreprise. Et bon, je pense que ça va être très intéressant de discuter un peu de la direction de cette entreprise-là aujourd'hui qui doit vivre des changements, des réalisations au jour le jour et qui doit s'adapter sous peine d'être rattrapé par des compétiteurs qui, eux, vont utiliser les nouveaux outils technologiques. Il y a 2 points que j'aimerais grandement discuter avec toi aujourd'hui. Le premier point que tu as amené un petit peu à l'attention de l'audience, c'est le fait de travailler avec des très, très grandes entités sous forme d'impartition. Donc, un modèle d'affaires qui existe très souvent, c'est-à-dire qu'on est capable, en tant qu'organisation, d'aller chercher un maximum de talent, de cogner aux portes des grandes entités et de leur offrir ce talent-là quand ils ont énormément de boulot et qu'ils n'ont pas envie d'internaliser le tout. Ma question pour toi serait la suivante. Où est-ce que j'aimerais ouvrir le tout? C'est que, bien entendu, Versacom a connu un premier succès avec Bell au vu de la dynamique qui avait eu lieu dans le passé entre les employés de Versacom qui étaient chez Bell. Comment, par la suite, on est capable d'ouvrir le spectre et d'aller chercher encore d'autres types de clients de la sorte? Je pense que beaucoup de gens qui peuvent écouter le podcast et qui se posent ces questions-là, comment je peux aller cogner aux portes des géants canadiens, des géants mondiaux et comment ressemblent les cycles de vente? Peut-être que tu pourrais nous aider un peu là-dessus. Le clé de l'approche, c'est vraiment « is it your core business », comme on dit en anglais. Donc, les grandes entreprises se demandent tout le temps « est-ce que je devrais moi-même gérer ça ». Hein, ce n'est pas mon affaire, hein, ce n'est pas ma spécialité, les langues, ce n'est pas ma spécialité, les communications, le marketing ou les services juridiques, par exemple. Alors, ils peuvent prendre la décision de dire à l'interne, je ne le gérerai pas, je vais impartir ça à un partenaire. C'est une approche que je recommande, que je trouve qui est très porteuse d'avenir pour toute entreprise, c'est de s'imposer vraiment plus comme un partenaire, en fait, qu'un prestataire ou un fournisseur. Il faut vraiment se voir comme se mettre en situation, en fait, d'être oublié, de faire oublier aux clients qu'on est un fournisseur et vraiment qu'ils nous méprennent pour un collègue, en fait. C'est vraiment ça. Donc, notre approche, par l'impartition, en acceptant d'engager, par exemple, les employés de l'entreprise qui étaient consacrés à cette fonction-là, en leur simplifiant la vie de toutes sortes de façons,
on vient absorber, on vient régler un besoin énorme qu'elles ont de gestion, tout en leur donnant la confiance que le travail sera bien fait. Il y a un autre enjeu aussi pour les entreprises qui font affaire qui ont besoin de services dont elles ne sont pas les spécialistes, c'est la scalability, l'échelonnabilité, si je peux m'exprimer ainsi en français. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des périodes où la demande est très, très forte en un service en particulier, service juridique, en marketing, en conseil de tout ordre et en traduction. Et là, ils n'ont pas la capacité à l'interne pour l'assumer. Ou à l'inverse, il y a des périodes creuses où là, ils auraient à l'interne une équipe oisive, qui n'a pas de travail, qui n'a pas une charge assez lourde. Donc, en sous-traitant une fonction, une entreprise économise beaucoup, elle a exactement ce qu'il lui faut au bon moment. Nous, on s'assure d'être là au bon moment pour eux, que ce soit pour eux en période de grande pointe, de grande communication très intense, ou encore à des périodes, pendant des périodes plus creuses où ils auront tout simplement moins de frais à assumer que s'ils avaient une grande équipe à l'interne pour le faire. Et bon, ça, c'est la dynamique de l'entreprise, mais comment allez-vous les chercher, ces clients-là? Est-ce que c'est dû au fait que, sachant qu'on est capable d'avoir du succès avec un très grand géant, mais par la suite, c'est plus facile de bâtir notre cas et d'aller voir un autre géant? Comment tout ça se met en place? Ben, c'est ça. Nous, on s'est imposé comme étant un partenaire privilégié de grandes entreprises canadiennes, puis on a développé une réputation qui est excellente. Et donc, on est appelé, en fait, on est consulté de façon organique, de façon instinctive par les entreprises qui cherchent à faire ça, qui cherchent à impartir. Ils vont penser systématiquement à nous inclure dans les appels d'offres, par exemple, où ils envisagent ça. Donc, le développement commercial s'est fait suite à des succès d'impartition qu'on a su commercialiser, qu'on a su publiciser, qu'on a su mettre en valeur, et ça nous a donné une bonne réputation d'entreprise. Les gens se sont dit, pour ce type de service-là, je vais aller vers eux. Bon. Par contre, la sollicitation, depuis quelques années, elle est plus grande, la sollicitation plus conventionnelle, et elle fonctionne très bien aussi, mais c'est tout à fait ce que tu as dit tout à l'heure, Antoine, c'est que la réputation puis les succès antérieurs, il faut s'en servir, il faut les publiciser, il faut faire des case studies, il faut donner des exemples de réussite aux grandes entreprises pour leur dire, vous aussi, vous devriez faire ça. C'est la solution pour vous. Et bon, je pense que ça ouvre un point qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces grandes entreprises, en 2025? Maintenant, on enregistre le tout le 6 janvier 2025. Bon, bien entendu, vous avez la force, on pourrait dire la force interne. Vous avez des talents à l'interne qui sont capables d'aller offrir différents services à ces grands joueurs-là. Mais bon, faudrait vivre littéralement à un endroit que l'Internet est inaccessible pour se rendre compte de l'impact que l'intelligence artificielle a eu depuis 2022 maintenant. J'imagine que ça rentre dans les conversations. On entend des fois un remplacement total de la main-d'œuvre. On parle des fois d'adapter et de rendre encore plus efficaces nos collègues avec de l'intelligence artificielle. Je vais avoir beaucoup de questions pour toi par la suite sur l'intelligence artificielle, mais avant toute chose, j'aimerais savoir que disent-elles, ces grandes entreprises-là en ce moment, quand elles viennent faire affaire avec vous? Comment s'intègre un petit peu cette dynamique technologique via vos services? Fondamentalement, je te dirais, je vais te surprendre en disant que les besoins n'ont pas changé dans les entreprises. Ouais. Les gestionnaires d'entreprise, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la tranquillité d'esprit. Ils veulent la paix. Ils veulent savoir qu'une fonction va être faite avec succès, va être faite efficacement, au meilleur prix possible, et le plus vite possible. Ça ne change pas, ça. Et là, je vais te citer un peu de Jeff Bezos qui dit faut pas se demander ce qui va changer, il faut se demander ce qui ne changera pas. C'est ça qu'il faut faire. Bon. Et puis vraiment, alors oui, l'IA, puis pour nous, la technologie n'a rien de nouveau. En traduction, ça, les gens peut-être l'oublient, mais on est parmi les pionniers en intelligence artificielle. La traduction, on essaie d'automatiser ça depuis 50 ans. Bon, depuis l'époque où on tentait de décrypter les messages ennemis à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors on essaie d'automatiser ça. Et donc, il y a eu les mémoires de traduction, il y a eu les moteurs neuronaux, il y a eu des moteurs comme DeepL, comme Google Translate. Il y a eu beaucoup de technologies, Trados, des solutions plus technologiques que les gens connaissent sans doute moins, que le grand public connaît moins, mais qui sont dans notre domaine très usité. Alors, pour nous, l'IA, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, il faut évidemment accélérer le développement de solutions fondées sur les LLM qui sont extrêmement puissants, qui sont plus performants que jamais. Il faut se dire quelle est mon utilité avec ces outils? À quoi je sers, moi? Puis je pense que toutes les fonctions du savoir, on doit se poser la question. Quelle est ma valeur ajoutée dans cette équation? Ah oui. Alors nous, ce qu'on offre aux clients, c'est la tranquillité d'esprit liée à l'utilisation de la meilleure solution technologique et la garantie que le regard humain est là et que la qualité
l'exactitude, la légalité juridique du message. Tout va être conforme à leurs attentes et à leurs attentes d'entreprise. La technologie ne peut pas servir seule. On s'en rend compte très vite. On a, j'imagine que beaucoup de gens ont plusieurs exemples de traductions épouvantables ou encore même de contenu qui est généré automatiquement, qui est pas pertinent, qui est inexact et tout ça. L'enjeu actuel avec l'IA, je te dirais, Antoine, c'est que on a une impression de compétence. Plus que jamais, les robots conversationnels comme les LLM nous donnent l'impression, par un énoncé très cohérent, très fluide, que c'est vrai ce qui est dit. Alors qu'en fait, très souvent, c'est dans le champ gauche. Bon, pas toujours. Attention, faut pas être extrême. Il y a des moments où c'est très bon ce qu'on nous sort. Bon, mais qui a l'œil critique? Qui va vérifier ça? Qui va sanctionner ça? Qui va corriger au bon moment? C'est ça qu'il faut se demander. Puis c'est pas vrai seulement en traduction, c'est vrai en enseignement, c'est vrai en marketing, c'est vrai en juridique. Dans le domaine juridique, les avocats se posent beaucoup de questions sur l'IA. Dans le conseil financier, qui aurait cru, Antoine, il y a quelques années, que c'est les métiers du savoir qui seraient les premiers à être attaqués par l'automatisation? On aurait pensé que ça aurait été des tâches extrêmement répétitives, très fonctionnelles, alors qu'en fait, c'est les métiers du savoir qui sont interpellés par ça. Moi, je me dis, il faut s'en servir, il faut déployer les nouveaux outils, les meilleurs. Il faut prouver aux entreprises quelle est notre valeur en tant qu'humain. Et ça passe, on y reviendra, mais ça passe par la spécialisation. Il faut en savoir plus que la machine, en fait. Donc, de ce que je comprends, les grands joueurs en ce moment, il n'y a rien qui change. Livre-moi le mandat que je t'ai donné. Oui. Après, si c'est plus rapide, si c'est plus facile pour toi, tant mieux. Mais je veux m'assurer que le mandat est fait comme avant. Il n'y a pas une dynamique de négociation de services qui rentre en... Attention, tout n'est pas rose, évidemment, parce que avec l'avènement de ChatGPT il y a à peu près 24 mois, peut-être un petit peu plus maintenant, tout le monde maintenant est au courant que l'IA existe. Avant, c'était seulement les initiés. Maintenant, tout le monde le sait. Alors, tout le monde s'attend à des économies, à de la vitesse. Tout le monde s'attend à des solutions sans cesse plus conviviales et tout ça. Alors, attention, tout n'est pas rose. C'est un gros défi que de montrer la valeur qu'on affiche à nos clients. Alors, je voudrais pas avoir l'air jovialiste. Le travail est considérable. Par contre, en effet, l'attente est la même dans le fond. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est un gestionnaire d'entreprise, qui n'est pas un linguiste, qui n'est pas traducteur et qui ne connaît pas la langue cible du tout dans laquelle il va traduire. Est-ce qu'il va se servir d'un outil automatisé pour publier son site web sans crier gare? Est-ce qu'il va vraiment faire ça? Est-ce qu'il va se dire, moi, je prends ce contenu-là pour du cash et je publie ça comme ça à tous mes clients? Ça serait irresponsable sur le plan commercial. Alors, il faut des linguistes, il faut des gens pour réviser, pour confirmer que le contenu est le bon, pour le modifier, parfois le refaire au complet. Mais vous voulez une garantie que c'est bien fait et que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'est notre approche. Alors, c'est vraiment, je vous dirais, nous, on vend pas de la traduction, on vend pas des services linguistiques, on vend la tranquillité d'esprit. Ouais. On vend la garantie que c'est bon et que c'est vrai. Et donc, ça m'ouvre une porte ici sur la dynamique RH qui doit se dérouler chez Versacom. Tu as mentionné qu'on ne sera pas prêt à laisser une pièce de contenu traduite, ajustée par ChatGPT sans un œil externe qui est capable de confirmer si oui ou non le contenu est de qualité, le contenu fait du sens. Donc, comment vous, à l'interne, vous devez structurer vos équipes? Est-ce qu'on a besoin des mêmes ressources qu'avant? Est-ce que le talent est le même? Est-ce qu'on doit avoir des discussions difficiles en disant à nos rédacteurs de l'époque que maintenant vous avez davantage un rôle de correcteur, d'analyste? Je ne sais pas exactement comment ça peut se mettre en place. Je serais curieux de t'entendre sur la dynamique RH parce que ça ouvre une porte qui est sensible et que beaucoup de propriétaires d'entreprise en ce moment se posent des questions également. Exactement. C'est pas vrai seulement qu'en traduction, évidemment. Alors oui, il faut devenir l'expert de l'IA. Il faut devenir un interlocuteur expert de l'IA. T'sais, en langue, je te dirais qu'on a une certaine longueur d'avance parce qu'on est très bon pour rédiger des énoncés. On est très doué pour rédiger des concepts. Alors, pour interagir avec des robots conversationnels, nos gens sont particulièrement doués. Donc, quand vient le temps de développer des prompts, quand vient le temps de développer des consignes, des invites destinés à l'IA, on a un potentiel, nous, qui est très grand. Donc, pour fabriquer littéralement des logiciels, d'ailleurs, grâce à l'IA. On dit beaucoup, d'ailleurs, que c'est bientôt la fin du modèle SaaS en logiciel et qu'on s'en va vers des agents d'IA pour offrir des solutions à nos clients. Et on pense que dans notre domaine, il y a un certain avenir de ce côté-là. Alors, pour répondre à ta question, oui, il y a un retooling qui est nécessaire pour les gens, pour les professionnels, que ce soit en traduction ou ailleurs. Il faut maintenant être un expert utilisateur de ces outils-là.
si on se refuse à faire ça, les carottes sont cuites. Il faut vraiment qu'on devienne un opérateur expert de l'IA, des moteurs neuronaux et des autres outils là, qui permettent d'agglomérer du contenu, de le retrouver et de le repiquer. Parce qu'on doit être le plus efficace possible. On doit être un one-stop shop, si on veut, de ce point de vue-là. Faut que les gens se disent, faut que les clients aient la confiance qu'on va optimiser la technologie. Et donc, on doit avoir un skill set, d'ailleurs, pour utiliser l'expression anglaise, qui correspond à ça. Et ça, je te dirais que c'est un défi actuellement. Parce que c'est un virage qui doit être pris rapidement, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Donc, évidemment, les gens qui ont le plus d'ouverture à ça sont ceux, à mon avis, qui ont l'avenir le plus sûr. Et est-ce que la manière de discuter avec tes équipes a changé à ce niveau? Est-ce qu'il y a eu une évolution à travers le temps? Parce que là, maintenant, c'est plus une question de est-ce qu'on l'utilise ou pas, c'est une question de est-ce que tu l'utilises? Si tu ne l'utilises pas, ben, tu vas peut-être perdre ton emploi parce que tu ne vas pas être autant productif que les autres. Comment ton discours, ta communication a évolué à travers le temps avec tes collègues, avec ton staff? C'est un enjeu aussi de formation, je dirais. On a les universités, les écoles doivent suivre le rythme. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc, encore une fois, pas seulement dans notre domaine, les écoles, à mon avis, ne préparent pas assez bien les étudiants à cette réalité-là actuellement. Peut-être que ça s'est fait trop rapidement, mais on le voit, là, il y a des gens qui courent comme des poules pas de tête actuellement avec l'IA. Et donc, il faut s'y préparer. Donc, nous, sur le terrain, en entreprise, on a un travail de compléter la formation des gens quand ils sortent de l'université. On doit leur dire, parfait, tu as appris toutes ces notions théoriques-là, tu es prêt sur le plan de la spécialisation du domaine, etc. Tu connais ta fonction. Maintenant, laisse-moi t'apprendre où on est rendu avec la technologie. Laisse-moi te la montrer. Alors, on a une formation continue à offrir à nos gens. Puis j'encourage toutes les entreprises à miser sur cette formation continue-là parce que quand les gens sortent de l'école, ils ne sont pas prêts actuellement à cette nouvelle réalité-là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Intéressant, parce que ce que tu dis en ce moment, tu dois vivre quelque chose en accéléré que tous les propriétaires d'entreprises vivent en ce moment, spécifiquement les gens dans le service, où est-ce qu'on a un peu cette réflexion-là, ces discussions-là, des fois difficiles qu'on peut avoir avec des collègues. Donc, je trouve ça très, très intéressant de t'entendre ici. Et peut-être au niveau business maintenant, est-ce que vous sentez que vous êtes capable vraiment d'augmenter considérablement productivité, efficacité à l'interne pour aller encore plus vite avec peut-être des équipes moins
moins immense, on pourrait dire ça, qu'avant. Comment tu vois un petit peu l'efficacité de l'organisation? Je vois l'entreprise comme l'entreprise doit continuer à se transformer, doit avoir soyons francs, miser de plus en plus sur la programmation, le développement de logiciels, le développement de solutions. Et c'est pas que de l'IA. Hein. Nous, on doit faire beaucoup d'efforts dans l'interface que les clients utilisent pour nous rejoindre. Il faut que ce soit très facile. Il faut qu'on nous trouve rapidement dans tout. Dans le logiciel que tu utilises, il faut que tu aies un bouton Versacom. Il faut que tu sois capable de nous déclencher au moment où tu en as besoin. Alors, on travaille beaucoup sur l'intégration de nos services en amont. Il faut que les gens nous trouvent facilement. On veut être un one-stop shop, encore une fois, pour tout ce qui est linguistique. On veut que tu dises, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de l'adaptation de ce message-là, j'ai besoin de la traduction de ce contrat-là, j'ai besoin de la vérification de ce contrat-là. Parfois, ce n'est qu'une vérification. Alors, il faut que tu puisses avoir ça le plus rapidement possible, Alors, on travaille beaucoup sur le développement de solutions, pas seulement d'IA, mais qui nous amènent plus proche du client encore, qui rendent le recours à nos services plus facile. Maintenant, en effet, la composition de l'équipe doit, au fil du temps, changer. Les linguistes, entre autres, doivent être surtout des linguistes spécialisés maintenant. On s'entend que la traduction généraliste, elle peut en effet être assez bien faite de façon automatique, sans beaucoup d'intervention. Bon, il y en a quand même qui est nécessaire. Alors, il faut se spécialiser. Il faut avoir vraiment un domaine de prédilection, le génie, le médico-pharmaceutique, les services financiers, la bourse, le domaine de l'investissement, les assurances, le transport aérien. Alors, il faut que les clients viennent vers nous parce qu'ils savent que nos relecteurs, nos traducteurs sont des spécialistes de leur domaine et n'utiliseront pas un contenu automatisé de façon aveugle et vont vérifier. Il y a une question de santé et sécurité. Il y a une question juridique. C'est la catastrophe quand un concours, par exemple, quand les règlements d'un concours sont mal traduits et que les gens réclament un prix, un client va réclamer un prix dithyrambique parce que la traduction était mauvaise dans les conditions d'un concours, par exemple. On a vu ça arriver. Bon. Quand tu écris à des clients de carte de crédit, il faut que ce soit exact, et les taux d'intérêt et autres modalités. Sinon, ils vont coûter très cher à l'institution financière. Bon. Ce n'est pas automatisable, ce contenu-là, pas aveuglément. Jamais. Donc, c'est clair, net et précis qu'il doit y avoir une vérification. Et j'ai l'impression que c'est davantage là que se met en place le rôle d'une personne chez Versacom en 2025. Parlons un petit peu de la réponse avec les nouveaux clients. Parce que, bien entendu, les clients existants, tu nous le dis très directement, on s'attend à un bon produit, un bon service comme on l'avait auparavant. Peut-être qu'on peut arriver et intégrer une certaine forme de négociation avec les nouveaux outils technologiques qui sont à votre disposition, on l'entend. Qu'en est-il de la demande de la nouvelle clientèle? Sens-tu qu'elle a changé? Sens-tu qu'elle est toujours au rendez-vous? Sens-tu que ça l'a beaucoup bifurqué depuis 24 mois maintenant, comme tu le mentionnais? Je serais curieux de t'entendre sur ce sujet. Oui, on s'en va plus vers la création de contenu que le traitement de contenu existant. Donc, vraiment, on s'en va vers ce qu'on appelle dans notre secteur un petit peu la post-traduction, la post-localisation. C'est-à-dire que les gens veulent qu'on crée le contenu pour eux maintenant. Donc, qu'ils le fassent de façon automatique ou qu'ils le fassent par notre entreprise. Ils doivent... on part maintenant d'une page blanche et on sent qu'on a les outils pour créer. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui préoccupe les agences de marketing, entre autres les agences qui sont dans la publicité, parce que plusieurs entreprises se mettent à l'interne maintenant à créer un message, à créer du contenu en étant inspirés par les outils technologiques. Alors qu'avant, on se tournait vers la sous-traitance client. Alors c'est vraiment, les nouveaux clients ont des attentes différentes. C'est plus maintenant de la création de contenu qu'on voit, on en voit de plus en plus. Par contre, il nous arrive, ils vont avoir, les nouveaux clients vont avoir des attentes élevées parce qu'ils vont estimer que l'automatisation maintenant est possible. Certains d'entre eux vont s'être brûlés, par contre, ou vont avoir de grandes craintes sur le plan de la sécurité de l'information. Et moi, je ne veux pas être futurologue, mais je vois des problèmes s'en venir avec ça. L'IA ne fonctionne bien que si elle a un contenu immense à portée de la main. Ce n'est que probabiliste, l'IA. Il n'y a pas de réflexion, de raisonnement. Alors, sans contenu, elle est moins efficace. Et ce contenu-là vient d'où? Il vient des ressources qu'on lui donne. Il vient des interrogations. Il vient de contenu qui a été amalgamé sur les réseaux. Alors, les entreprises ont peur de ça. Ont peur de la perte de droits d'auteur. ont peur que les renseignements confidentiels se retrouvent dans ces outils-là et soient partagés tous azimuts avec d'autres utilisateurs.
Alors, on joue un rôle, nous, également, de garantie de sécurité de l'information. Alors, on doit fournir des solutions qui sont étanches, qui sont garanties de sécurité pour l'information des entreprises qu'on dessert. On se rappelle on va travailler pour des entreprises qui sont dans des domaines technologiques très pointus, avec des brevets, des secrets, de l'information confidentielle sur les clients, entre autres, beaucoup. Alors, tout ça doit faire l'objet de beaucoup de réflexions. Donc, je te dirais qu'on voit une nouvelle pression pour une sécurité de l'information accrue et très, 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 très robuste. Et ça entraîne des coûts, ça entraîne des couvertures d'assurance qui sont plus élevées, mais c'est une valeur ajoutée qu'on offre. C'est vraiment, encore une fois, on va protéger votre information. Et c'est donc intéressant en t'écoutant parler parce que à chaque grande transformation qui se met en place, il y a toujours un petit peu cette réflexion-là initiale de dire tout le monde va perdre son emploi, il n'y aura plus d'emploi, puis bon, jusqu'à temps qu'ultimement, la seule chose qui est en train de se dérouler, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle catégorie. Et ce que je suis en train de comprendre en t'écoutant, c'est que la demande est toujours là, mais elle est différente, cette demande. Les attentes sont différentes, c'est-à-dire au lieu de traduire, maintenant, on va aller voir Versacom pour créer 250 articles de blog sur 18 catégories qui sont excessivement spécifiques. Où est-ce qu'on ne peut pas trouver des rédacteurs dans le monde ou des créateurs de contenu qui peuvent le faire? Et vous avez cette catégorie-là et vous êtes capable de créer ce contenu-là. Donc, essentiellement, le travail reste entre parenthèses le même, mais il bouge. On est davantage dans de la création que simplement un travail de production, là, essentiellement. Oui, exactement. Mais on est là aussi pour doter nos clients de bonnes technologies. On a des clients qui viennent vers nous pour nous dire que devrais-je utiliser. Moi, je veux utiliser dans une certaine mesure la traduction automatique à l'interne. Que devrais-je utiliser? On va leur fournir cette technologie-là. On va l'entraîner. On va entraîner des moteurs de traduction pour eux. Donc, on n'est pas allergique à l'idée de fournir de la technologie inutilisée non plus. Et ça, c'est un défi actuellement, je te dirais, Antoine, c'est de nous positionner également comme un fournisseur de solutions informatiques, alors que jadis, on était une entreprise vraiment de services professionnels plus conventionnels. Ça, c'est le virage le plus important que moi, j'essaie de prendre actuellement. Donc, littéralement, de bâtir de l'intelligence d'affaires à l'interne chez vos clients. C'est ça, de leur fournir des solutions carrément. De l'enseignement, de la formation. Okay. Oui, exactement. On veut qu'ils nous voient comme, encore une fois, le leitmotiv, c'est le one-stop shop, l'endroit où tu vas avoir tout ce qu'il te faut sur le plan linguistique, y compris de la technologie. On est prêt également à leur fournir et à la conseiller. Et quand tu dis technologie ici, est-ce que vous allez leur bâtir sur mesure certains, pardonnez-moi l'anglicisme ici, bots qui vont pouvoir les aider à bâtir X, Y, Z, articles de blog, contrats, etc.? Un exemple concret là, avec d'une entente réussie qu'on a avec un client, c'est qu'on a un portail client sur lequel les clients peuvent carrément se dire, bon, ici, j'ai besoin de traduction professionnelle, j'ai besoin d'une révision, j'ai besoin d'une rédaction, je vais choisir ça. Mais je peux également utiliser un moteur de traduction sécurisé qui est propre à mon entreprise, que Versacom a entraîné avec mon contenu et qui va me donner une bonne compréhension d'un texte d'origine que je ne saisis pas ou que je voudrais transmettre à un collègue rapidement à peu de frais. Alors, on va les doter d'un accès à un moteur de traduction qu'on a entraîné pour eux. Alors, on a vraiment une solution de traduction automatique qui est sécuritaire, mais qui, je dirais, en plus, est entraînée avec ce qu'on appelle une curation de contenu dans notre domaine. Mais c'est vraiment ça. Et donc, ils ont cet outil-là qui est propre à eux. C'est comme s'ils avaient leur propre chat GPT, en fait, de traduction, mais interne. Ils ont la garantie qu'ils peuvent s'en servir et que c'est sécuritaire et que ça respecte les normes de leur société. Et comment évolue votre modèle d'affaires? Dans un cas comme ça, ici, est-ce que vous arrivez à l'organisation et lui dire, on va te bâtir sur mesure cette micro-application et ça va être un frais fixe? Est-ce que vous bâtissez peut-être un modèle récurrent avec vos clients? Comment vous, de votre côté, vous avez fait évoluer votre modèle d'affaires? C'est les deux. Les entreprises veulent les deux. Et puis, en passant, on a des partenariats avec des grands de l'industrie pour réaliser ces solutions-là. On ne prétend pas programmer une IA chez Versacom. On utilise des outils de partenaires de confiance et on les adapte, en fait. C'est vraiment ça. Et à mon avis, c'est la clé. C'est d'avoir une trousse d'outils vraiment très performante. Alors, vraiment, on offre à nos clients ça. Les clients veulent les deux. Certains veulent un paiement à l'utilisation. Ils veulent pouvoir de façon vraiment immédiate ou enfin ad hoc se servir des outils. D'autres vont opter pour une formule plus d'abonnement. Ils vont se dire, moi, je veux un abonnement, je veux un accès perpétuel ou constant ou annuel à cet outil-là. Et donc, l'entente va être basée sur une utilisation globale annuelle par un certain nombre d'utilisateurs. Il va être évidemment très économique tout de même, mais les frais qui sont assurés sont là pour
encore une fois, garantir la sécurité de l'information, l'entraînement de l'outil et son hébergement, évidemment, sécuritaire sur des serveurs canadiens, parce que ça, c'est un autre enjeu dont on parle pas assez, c'est que les clients veulent savoir où sont les données. Alors, quand on utilise des LLM, bien, on sait que nos données sont soit chez Amazon, AWS, vont se retrouver parfois en Europe, vont se retrouver dans d'autres localités. Les grandes entreprises sérieuses ou qui ont des normes très strictes à respecter veulent que les données soient hébergées au Canada, ne soient pas nécessairement sur le cloud non plus. Ils veulent un nuage privé ou ils veulent encore mieux, évidemment, un hébergement local. Et c'est ce qu'on offre à nos clients. C'est de l'intelligence artificielle hébergée localement, ce qui est plutôt rare sur le marché. Ben oui. Et tu vois, je t'écoute, François, et clairement, on sent qu'il y a eu une transformation, il y a beaucoup de nouveautés. Ma question pour toi est la suivante. Quand s'est-elle amorcée, cette transformation-là? Tu nous l'as dit, dans votre catégorie, l'IA, ça n'a pas commencé en 2022. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu venir depuis longtemps et peut-être que vous avez prédit qu'à un certain moment donné, il y aurait ce raz-de-marée comme on a pu le voir depuis 24 mois. C'est à quel moment que vous avez commencé cette transformation-là, c'est ce changement peut-être dans vos services, dans vos ressources humaines même? Je pense que personne ne peut prétendre avoir vu l'IA arriver, le chat GPT arriver. Je pense que personne ne peut dire ça, pas plus que la pandémie par ailleurs qui elle aussi a eu un effet sur toutes les entreprises. Mais nous, on a vu venir une évolution, c'est sûr, au fil du temps. Donc, les moteurs de traduction qui étaient... tout d'abord, les mémoires de traduction, qui sont essentiellement des répertoires de texte qui étaient appareillés et qui permettaient de récupérer du contenu plus rapidement pour les traducteurs. Ensuite, les moteurs de traduction basés sur des règles, ensuite statistiques. Alors, on pourrait dire que ce virage-là, cette automatisation-là, ou l'avènement de l'IA, nous, on sent venir ce changement-là depuis facilement une dizaine d'années. Par contre, a-t-on pris toutes les mesures? A-t-on réagi assez rapidement? A-t-on pris toutes les bonnes décisions au bon moment? Non. Mais par contre, on était prêt avec la constante. On était prêt à la constante qu'il faut toujours aller plus vite. Il faut toujours que ça coûte le moins cher. Parce que dans notre domaine, c'est comme ça. Et donc, forcément, ça passe par une automatisation experte à l'interne aussi. Alors oui, on était quand même prêt à ça. Est-ce qu'on est allé assez vite? Non, je veux qu'on aille encore plus vite, évidemment, c'est sûr. Mais ça fait un moment que l'automatisation est un sujet de conversation dans notre secteur, plus que dans d'autres. Ça fait partie du jeu. Ben oui. Et comment vois-tu l'intelligence interne que tu dois bâtir? À quel point tu dois engager des cerveaux, des gens que jamais tu n'aurais pensé qu'ils auraient pu faire partie d'un Versacom, mais maintenant, avec la réalité de 2025, tu dois bâtir des nouvelles lignes d'affaires, tu dois bâtir des nouveaux départements. Je serais curieux de t'entendre sur ton évolution concernant ton recrutement. Ben écoute, il y a un basculement vers la gestion, vers la stratégie, beaucoup plus que vers l'exécution maintenant professionnelle. J'imagine. Ça, c'est clair. Alors, c'est vraiment l'idée de trouver des gestionnaires, de trouver des gens, de la gestion de relations. C'est beaucoup ça aussi la clé. Je te dirais, les gens qui sont capables de fabriquer des solutions, hein, donc carrément des architectes de solutions. C'est vraiment ça. Alors, on commence il y a une transformation du professionnel on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vers l'architecte de solutions, vers le manipulateur de technologie et donc le gestionnaire. Je m'attends à ce que la composition de notre équipe et de plusieurs autres entreprises ait un make-up, comme on dit en bon québécois, qui soit davantage axé sur la gestion, la stratégie, la création de solutions que littéralement l'exécution professionnelle, l'exécution d'une œuvre. C'est vraiment ça. C'est ça la mutation qu'on est en train d'observer. C'est pas facile pour tout le monde, ce changement-là. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Non, mais c'est essentiel et inévitable si tu veux garder ton emploi et voir ton travail rester important sur le moyen long terme. Chaque catégorie d'emploi va vivre une transformation dans les prochaines années. Certaines transformations vont être plus grandes que d'autres, mais ce n'est pas vrai de penser que ce qu'on fait aujourd'hui va avoir encore autant d'utilité dans 3, 4, 5 ans. C'est à nous de se poser les bonnes questions maintenant. Et bien entendu, il y a des industries qui sont frappées avant d'autres et ton point est excessivement vrai. Qui aurait pu prédire que la catégorie, l'industrie du savoir aurait été la première frappée par cette vague? Tout le monde disait, bien entendu, les camions, être un camionneur ne sera plus un emploi, tout va être fait automatiquement. Force est d'admettre que ça leur a pris beaucoup plus de temps et on n'est pas là encore comparativement à d'autres emplois que peu de gens avaient prédit. Exactement.
Mais il y a un paradoxe intéressant, Antoine, à souligner, que j'aimerais souligner avant qu'on change de sujet, qu'on passe à autre chose, c'est vraiment que, oui, alors c'est l'industrie du savoir, oui, maintenant les outils sont là, ils sont plus performants que jamais, plus rapides que jamais, mais mon conseil aux gens, c'est continuer d'apprendre. Parce que l'IA va, moi, c'est ce qui me fait craindre, si j'ai une crainte dans l'avenir, c'est par rapport à la paresse intellectuelle que l'IA pourrait déclencher. Et on le voit dans les écoles, on le voit les enjeux que les profs ont avec les robots conversationnels et l'utilisation que les étudiants en font. Et moi, je dis aux gens, continuez d'apprendre, devenez un spécialiste de quelque chose. Parce que ça va être ça votre valeur. Ce n'est pas parce que les outils vous permettent de faire des recherches plus vite ou vous donnent des réponses immédiates, bien faites, que vous devez cesser d'apprendre. Effectivement. Devenez un spécialiste. Ne soyez pas paresseux intellectuellement parce que l'outil fait le travail à votre place. Mais non, c'est donc vrai. Donc vrai. Et toi, comment tu vois l'avenir pour Versacom et pour l'industrie en général? Comment voyez-vous les 12-24 prochains mois? Parce que je serais curieux de t'entendre à savoir si tu considères que tu es davantage dans un marché qui a encore énormément de place à grandir de manière organique ou comme d'autres organisations qui sont dans le service, à un certain point, une des seules manières de continuer à croître, c'est via des acquisitions. Comment vous vous situez un petit peu de votre côté en ce moment? Ben, c'est ça. Il y a un autre paradoxe qui est lié à l'automatisation, c'est que oui, ça, entre guillemets, peut enlever du travail, mais en même temps, ça en crée énormément. Parce qu'il n'y a jamais eu tant de contenu publié si rapidement. Donc, forcément, tant de contenu à traduire non plus. Alors, la demande est absolument énorme. Maintenant, comment elle est exécutée, ça, c'est une autre paire de manches. Comment est-ce qu'on voit ça? On est dans un marché encore très fragmenté. Il y a beaucoup de petits joueurs. Versacom, elle est à la fois trop grosse et trop petite. Elle a besoin de faire des acquisitions. Elle a besoin de se joindre à d'autres joueurs parce que, bon, notre marché est encore fait de petits joueurs et de moyens et grands joueurs, bien sûr, aussi, mais il y a encore beaucoup de fragmentation. Alors, moi, je vois l'avenir de l'entreprise passer par des partenariats vraiment fructueux, notamment avec des entreprises technologiques. Encore une fois, dans l'esprit d'offrir une plateforme vraiment uniforme où tu as tout ce que tu veux. Tu as ce qu'il te faut. Tu as une intervention humaine parce que tu en désires une. Tu as la bonne technologie parce que tu la désires également. Donc, l'idée, c'est d'arriver à vraiment une offre qui est hybride complètement. Parce que la valeur de l'intervention humaine puis la spécialisation, à mon avis, elle est là pour demeurer. Par contre, il faut la combiner à une technologie performante, facile à utiliser. Et pour Versacom, ça passe par l'intégration de composantes et même de partenariats technologiques. Donc, vous êtes davantage quasiment, et loin de moi l'idée de vouloir mettre des mots dans ta bouche, mais devant vous, vous pourriez acquérir un plus petit joueur qui est dans votre catégorie, comme vous pourriez peut-être acquérir une boîte purement technologique qui va venir se greffer à ce que vous faites pour créer un effet de multiplication ici. Exactement. Encore une fois, dans l'idée de se rapprocher du client, tout simplement. De répondre à tous ses besoins. De ne pas avoir qu'une partie de la solution. À mon avis, ça serait une garantie de défaite. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est de trouver les bons partenaires et de combiner, d'offrir vraiment quelque chose qui est holistique. Encore une fois, comme on dit, utiliser beaucoup de mots anglais pour un traducteur aujourd'hui, mais c'est vraiment une offre intégrée. C'est vraiment ça, à mon avis, la clé de l'avenir. Intéressant, très intéressant même. Et tes objectifs 12-24 prochains mois, ça ressemble à quoi, François? Encore une fois, c'est de traiter avec les bons partenaires, c'est de m'assurer que notre équipe continue cette transition-là vers vraiment la solution client. On a fait des très beaux progrès dernièrement en relation client et en gestion de compte, je te dirais. Donc vraiment en faisant davantage confiance à une belle relève qu'on a dans l'entreprise qui est intéressée à ce que le client désire faire, vraiment. Alors, pour nous, c'est vraiment ça, c'est de miser de se rapprocher du besoin du client, de comprendre où il est, ce dont il a besoin. Et donc, c'est vraiment ça, c'est investir dans la gestion de compte, dans la relation, dans l'intégration technologique. Donc, les 12-24 mois sont faits de partenariats, sont faits de solutions ingénieuses, intégrées. Sont faits puis évidemment, de continuer d'offrir nos valeurs sûres, évidemment, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont confiance. Il faut pas, ça pourrait être dangereux de projeter une image trop automatisée, trop technologique. Également, les gens vont dire un instant, je vous ai quand même appelé parce que je voulais avoir la garantie que je recherche. Alors, c'est ça le défi dans les 24 prochains mois, c'est de se moderniser, continuer à se moderniser sans perdre nos acquis. On veut des experts qui savent comment être experts de la technologie. C'est ça un peu qu'on cherche. On pourrait dire ça, exactement, entre autres. Intéressant. Des petites questions personnelles pour toi avant de te laisser filer, François.
vous êtes des grands créateurs de contenu chez Versacom. Quel type de contenu, toi, tu consommes? Est-ce qu'un livre? Est-ce qu'il y a des podcasts que tu écoutes que tu pourrais nous partager? Bien, il faut continuer à lire, il faut continuer à écouter. Encore une fois, c'est pas parce on le disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a les réponses toutes cuites qu'il faut cesser de se cultiver. Alors moi, oui, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de balados. J'aime tout ce qui est, évidemment, je suis un fan, un grand consommateur de tout ce qui est New York Times, Washington Post, New Yorker. Je trouve que le contenu de ces podcasts-là sont excellents, que ce soit également Slater Money, donc d'excellents podcasts, entre autres, dans les affaires publiques et les finances et la gestion d'entreprise, mais aussi la politique, l'histoire, très, très intéressant. Je suis pas mal depuis un moment le professeur Scott Galloway aussi, que j'aime bien aux États-Unis, qui est un maître à penser, je trouve assez intéressant sur le plan des affaires, de la gestion des gens aussi, sur la politique. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment des choses intéressantes à dire. On peut ne pas être d'accord par moment, mais je trouve que c'est un empêcheur de tourner en rond. J'aime ce que fait Simon Sinek aussi, celui qui est encore une fois, un chef d'entreprise qui s'est penché beaucoup sur la communication avec les employés. Ouais. Ask why, qui est une de ses phrases vraiment fétiches. Je suis un amateur de ce qu'a écrit et a pensé Jack Welch aussi, très conventionnel en gestion d'entreprise. Combine ça à des approches plus récentes aussi. Là, j'ai cité tantôt Jeff Bezos et tout ça. Ces gens-là ont des choses évidemment formidablement intéressantes à dire. Comment miser sur... comment constituer une équipe, comment la motiver, se concentrer sur les priorités de l'entreprise. À titre plus personnel, j'aime bien aussi ce que fait Juliette Funès, la philosophe auteure française, qui s'est penchée beaucoup sur, encore une fois, les communications, les relations avec les employés, la motivation, l'engagement. Je trouve ça très intéressant ce qu'elle a écrit. Si on va encore plus dans le personnel, parce que quand on est entrepreneur, on doit chercher une certaine motivation, mais on doit se faire plaisir aussi, on doit chercher un certain bonheur. On travaille tellement fort, on est tellement absorbé par la gestion d'entreprise qu'il faut trouver des moments aussi. J'ai bien aimé l'ouvrage de Jean-Louis Servan-Schreiber sur Vivre content. L'idée d'avoir des moments de bonheur et de ne pas viser le bonheur permanent, qui est une utopie. Et de chercher, de se ménager des moments pour le bonheur. Une approche que j'ai trouvée très intéressante et qui m'a servi, qui me sert à continuer aussi dans mon domaine, dans mon travail de gestionnaire, puis dans tous les défis qu'on a à relever. Ben écoute, c'est fascinant, puis c'est vraiment rafraîchissant d'écouter François, parce que on pourrait penser que des fois, des gens dans une catégorie dans laquelle tu opères pourraient affronter les défis un peu avec peur, mais j'ai l'impression que vous le voyez de manière totalement différente. Vous acceptez à bras ouverts ce qui est en train de se mettre en place, vous créez des nouvelles alternatives à votre offre de service, vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable d'innover. Et je pense que ça va être un message excessivement puissant et pertinent pour les gens qui nous écoutent, de se dire, écoutez, tout est possible dans notre transformation d'entreprise. À nous d'être agiles, à nous de comprendre ce qui est devant nous et à nous de saisir des opportunités. Je pense que c'est quelque chose que tout entrepreneur en 2025 doit comprendre, doit mettre dans son coffre à outils. Peut-être avant de te laisser partir, as-tu une routine, toi, avant, pendant et après le travail? Une routine que tu suis ou tu n'en as pas? Des routines. C'est difficile d'avoir des... en tant que patron, des fois, je dis que je suis le Chief Excuse Officer à la blague avec les employés. C'est-à-dire moi, j'ai la chance d'être entouré de gens vraiment, vraiment allumés, vraiment compétents. Et donc, quand ils m'amènent des problèmes, ils m'en amènent des compliqués parce qu'ils n'ont pas trouvé eux-mêmes la solution. Alors, c'est sûr que je suis beaucoup un pompier, je suis beaucoup quelqu'un qui doit s'occuper des grands enjeux. Et donc, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une routine, puis je dois travailler sur ça, d'avoir une routine qui est saine. J'essaie de m'aménager du temps, évidemment, pour faire de l'exercice, pour évidemment avoir du plaisir. C'est vraiment ça la clé pour moi, c'est d'avoir des moments où là, je vais me divertir. Et puis, je pense que ça, je fais un petit peu mieux ça que certains. C'est un gage. Ça, c'est un gage de. Puis j'encourage mes employés à le faire aussi. Il faut vraiment avoir des moments où on a juste du fun. Bon. Sinon, en termes de routine ou de conseils que j'ai à donner, c'est vraiment de garder peut-être les conversations importantes ou lourdes ou complexes, peut-être plus davantage pour la fin de l'avant-midi, le début de l'après-midi, de se garder l'extrémité de la journée pour peut-être davantage les rédactions, les choses qui nécessitent peut-être un peu moins
de bande passante intellectuelle ou enfin de moins grande intensité, mais qu'on peut faire à plus long terme. C'est ce que j'essaie de faire. Et donc, le milieu de la journée, je te dirais, est toujours le plus occupé. Puis c'est là que je me rends plus disponible pour les gens. L'autre conseil, l'autre partie de la routine, je pense, qui est importante, puis je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais c'est vraiment une gestion du télétravail qui est pas réservée qu'aux employés. Faites-le vous aussi. Télétravaillez vous aussi en tant que patron, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu réussis? Mais dans mon cas, je pense que le télétravail d'une maison de campagne en région, occasionnellement, est la meilleure solution, la meilleure idée que j'ai jamais trouvée, la meilleure décision que j'ai jamais prise. L'idée, c'est de périodiquement de travailler, donc de télétravailler minimalement et de prendre congé aussi, mais télétravailler dans un milieu où on est en contact plus avec la nature, on est un peu plus isolé. Ouais. Ça change le mal de place, comme on dit. Quand on prend des pauses, on est dans un milieu plus bucolique, etc. Alors, de faire ça, de temps en temps, ça fait une belle différence pour moi aussi. C'est pas constant, c'est pas perpétuel, mais c'est quelque chose qui a fait une grande différence. Non, j'adore ce que j'entends. François, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir plus sur vos services, si on veut appliquer pour un emploi chez vous, meilleur endroit pour vous rejoindre? Alors vraiment, c'est le site web de Versacom, évidemment notre page LinkedIn également, qui est très active. Ça nous fait grand plaisir de répondre aux gens, de donner plus d'informations sur ce qu'on fait, et puis de voir quelles sont les perspectives pour eux, que ce soit client ou employé. Vraiment. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. François, ça a été fascinant de discuter avec toi aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur succès pour 2025. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.